Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Cinefiles pour une nouvelle vidéo. Étant donné la sortie récente de Death Note, eh bien je me suis dit que j'allais revenir sur les différentes adaptations live de Death Note qui ne sont pas forcément connues des gens, en tout cas d'un grand public large. Tout le monde connaît généralement l'animé, mais sachez qu'il y a eu des versions live, des adaptations en long métrage japonais. Je vais commencer par le premier qui s'appelle tout sobrement Death Note, sorti en 2006 de Shusuke Kaneko. Une première adaptation au cinéma du manga Death Note créé par Tsugumi Ohba et Takeshi Obata. C'est un film avec un acteur que vous avez sûrement déjà vu dans Battle Royale, Tatsuya Fujiwara. C'est un film qui dure 2h05 et qu'est-ce qui se passe pendant ces 2h05 ? Eh bien ça reprend la trame de l'animé. Light Yagami, qui est un lycéen assez brillant, trouve un cahier comme ça par terre, le prend et découvre que c'est un cahier de la mort. Quand on écrit un nom d'une personne, cette personne meurt. Et il va s'en suivre une guerre psychologique que j'avais beaucoup aimé quand j'ai vu les films. Alors, c'est une chose qui est un peu étrange, c'est que j'ai vu les films sans avoir vu l'animé. D'un coup, bien sûr, les films paraissent vraiment dingues. Je les ai beaucoup aimés. L'intrigue déployée par les deux films était vraiment brillante. Pour compléter ma culture, surtout par rapport aux films Netflix, cet été j'ai regardé l'animé pour la première fois. Je sais que c'est une série japonaise ultra connue et appréciée. Résultat des courses, j'ai adoré le dernier épisode, je l'ai vu au moins 10 fois. Là, depuis, je l'ai terminé il y a 2 semaines, donc là, depuis 2 semaines. Bon, je vais pas rentrer dans une critique parce qu'il y aurait aussi des choses à dire sur la série même. Pour commencer, peut-être poser les bases pour la première adaptation, j'ai vraiment aimé l'animé. En même temps, la société qui s'est occupée de l'adaptation au dessin, c'est Madhouse, et je trouve qu'ils font toujours de très très bons dessins animés. Et ça se voit dans le développement du dessin, dans le développement des personnages, tout est très travaillé. Et je pense que les gens qui ne veulent pas voir de l'animation, eh bien les films sont des portes d'entrée pour permettre de découvrir l'univers. Des gens comme nos parents, tout simplement. C'est en cela déjà que je trouve que le film a un bon point, c'est qu'il permet de présenter la même chose, en un peu plus simple, à des gens qui ne sont pas rodés à l'animé. Ce qui est compliqué, c'est de se demander quoi choisir en scène du manga. Je vais parler plus de l'animé que du manga, parce que le manga, je n'ai rien lu. Mais l'animé, j'ai tout vu, donc je vais parler plutôt du rapport entre le film et l'animé. Qu'est-ce que nous allons garder? Qu'est-ce que nous allons enlever? Alors le film a ses problèmes, le récit est dégraissé. Il est dégraissé, donc l'impact également. Le film suit l'original dans sa trame principale, la plus importante, mais qui n'est pas appuyé avec autant de poids. C'est-à-dire qu'un film a une scène de 5 minutes, cette scène de 5 minutes est déployée sur 8 ou 10 minutes dans l'animé, parce qu'ils ont le temps de le faire. Je trouve que pour le premier, il y a un degré de compromis qui est tout à fait acceptable. Je ne vais pas forcément me bloquer et passer mon temps à comparer, à faire un listing de différences entre ce qu'il y a dans l'animé et ce qu'il y a dans le film. Mais je souhaitais quand même revenir sur 2-3 idées pour mettre en avant le film, parce que je trouve que après avoir vu l'animé, le film est bon, le film tient correctement. Il est travaillé au niveau de sa réécriture, de la compression des vastes épisodes de l'animé, des scènes qui peuvent durer 40 minutes, qui peuvent durer sur 2 épisodes. Et bien le film permet de garder ce qui est nécessaire. Qu'est-ce qui est nécessaire? Qu'est-ce qui est superflu? Leur but, c'est de faire court, tout en ayant les mêmes informations dont on a besoin pour faire avancer le récit principal, présenter les règles du cahier, les relations entre les personnages, les enjeux, et tout en ayant les traits psychologiques des personnages pour qu'on puisse aussi un petit peu les reconnaître par rapport à l'animé. Donc on présente moins de règles, ça je crois que c'est déjà une bonne porte d'entrée, on présente moins de règles, donc il y a moins de conflits et de petits tricks pour faire justement étendre des épisodes. Un exemple pour vous montrer un peu la simplification de la progression au niveau du scénario. Il trouve le cahier, il lit la première règle et on présente un criminel à la télé. Bon, alors il note le nom,
et il le laisse après. Le lendemain, il descend de sa chambre pour être à table avec sa mère et sa sœur. Donc sa mère et sa sœur sont présentées dans cette scène-là, donc dans une scène où il découvre le pouvoir du Death Note, puisqu'après, il ouvre le journal et il voit la mort du criminel. En ayant fait avancer l'intrigue principale, qui est le rapport de Light au Death Note, eh bien nous présentons deux autres personnages qui vont avoir une importance maigre mais qui seront quand même présents. Donc plutôt que de faire une scène spécialement pour présenter la mère et la sœur, comme je crois que c'était dans l'animé, eh bien là nous compressons la représentation d'une intrigue avec la présentation des personnages. Et ce type de compression, le scénariste le fait systématiquement dans les deux films, et ce qui fait un film très très dense. Il y a une autre scène quand on a l'agent du FBI dans le métro. La scène est beaucoup plus courte, nous n'avons pas toute une filature et une poursuite dans le hall en fait du métro où il y a Kira qui est derrière lui, qui lui fait signe de regarder un fleuriste qui était un meurtrier et qui meurt comme ça sous ses yeux. Donc là, la preuve que la personne qui parle à l'agent du FBI, eh bien on l'a fait dans le métro même, pendant que le métro est en circulation pour compresser le temps. Nous avons aussi l'impression qu'il découvre l'enveloppe comme ça par hasard, mais en fait c'était déjà programmé dans un bouquin, donc on réduit le temps en faisant des petits raccourcis, des petites transitions plus rapides, plus faciles. Il faut laisser ses a priori au vestiaire pour se prendre facilement au jeu. On sait très bien que la durée du film est limitée par rapport aux longs épisodes de l'animé. Donc c'est dans les différences qu'on ne peut pas forcément voir venir l'intrigue du film. Et c'est dans ces différences que nous pouvons savourer le dit film. C'est ça que j'ai trouvé intéressant après avoir vu l'animé. Je me suis dit comment le film va retomber sur ses pattes à ce moment-là. Et il y a aussi des moments qui sont plutôt fidèles à l'animé, qui sont réussis. Quand on a cette opération de L pour démasquer Kira en proposant un condamné à mort comme étant le vrai L, et bien sûr il se fait avoir Light comme un bleu, et nous avons vraiment une représentation de la scène assez fidèle je trouve à l'animé, avec un petit peu moins de blabla. Il faut que ça soit plus rapide, mais elle est tout aussi savoureuse parce que elle c'est un pur génie, et la scène m'a toujours fait un bon effet, que ça soit dans l'animé ou dans le film. Les deux ont une notion de justice et vont la manifester à leur manière. Le début est vraiment intéressant. On a le dépôt du cahier sur le sol humain, sur Terre, et puis après on a un flash forward, ce qui est très étrange. On présente un humain qui sort un cahier, on ne sait pas qui, une situation intrigante, une prise d'otage retransmise dans la rue, qui présente aussi notre personnage principal. Nous avons à peu près une intro de 8 minutes, après la trame la plus proche du commencement, puis on arrive à une situation après le flash forward. Ces 8 minutes, cette introduction est assez compliquée à monter pour rendre compte aussi de ce qui se passe. On compresse les choses compliquées qui prennent du temps à être représentées, et ça, c'est assez habile de leur part. Pendant 22 minutes, on a cette présentation très très dense, et plus tard, on a 4 mois plus tard, et on arrive enfin au temps présent, quand Kira est installée. Pour le réalisateur, il s'agissait de montrer la peur de mourir, qui est peut-être plus terrifiante que les monstres kaiju qui détruisent des villes et qui tuent des gens. L'utilisation de la mort pour divertir les gens, c'est le sujet aussi de Death Note, eh bien c'est compliqué, moralement je veux dire. Le pouvoir absolu peut tout corrompre dans ce cas-là, et la mort est à portée d'un petit stylo, quel qu'il soit. Ces notions de divertissement par la mort pour le spectateur sont quand même au centre du film, mais par rapport à la version américaine, les Japonais ne font pas des morts spectaculaires, ce sont des morts par crise cardiaque, ce qui fait vraiment une différence, alors que la version américaine, de toute façon, vous aurez une vidéo dessus, mais elle fait très destination finale, parce que c'est aussi une influence américaine de cette série de films, de montrer voilà, des morts un peu à la malédiction, The Omen, tout ça, alors que les Japonais ne sont pas du tout dans cette optique. Donc les Japonais, ce sont beaucoup de crises cardiaques, plus que des morts qui sont
pour le coup, les morts spectaculaires sont des morts qui sont vraiment utiles au scénario, des morts qui sont impactantes pour la psychologie des personnages. Donc on fait aussi une hiérarchisation dans la représentation de la mort dans ces films japonais par rapport aux Américains où tout le monde doit mourir d'une façon ultra spectaculaire pour bien sûr générer de l'adrénaline, de l'impact émotionnel, de l'impact visuel auprès du spectateur. L'enquête, quant à elle, eh bien, elle débute avec ce premier film, elle se termine avec le second, elle est divertissante, elle et Light font des plans pour contrer les plans de l'autre. Il y a une enquête avec des retournements, je vous laisse bien sûr le soin de les découvrir si vous ne les connaissez pas vraiment, si vous ne connaissez pas l'animé. Je ne vais pas entrer dans le scénario, c'est un scénario qui se déploie au fur et à mesure avec la découverte du pouvoir et de l'étendue des capacités et du cahier, et en même temps la progression minutieuse de elle pour trouver l'identité de Kira, de ce tueur divin pour certains dans l'univers dépeint par le film. On a l'impression, et ça je trouve que c'est aussi un point positif, que le film dure 3 heures parce qu'il y a énormément de scènes. Le film contient beaucoup de scènes, ce qui donne des fois l'impression que le film ralentit, qu'il y a des moments lents, alors que le film enchaîne les scènes, mais d'une façon très dense. Il y a beaucoup d'informations dans ces films-là. Il y a aussi quelque chose, là je vais partir sur un point plus critique, c'est l'idée d'expliquer ce qui se passe. L'explication est une des clés narratives de l'œuvre de Death Note, manga ou animé. Dans l'animé, on passe beaucoup de temps à expliquer la psychologie du personnage, ce qui est arrivé, pourquoi c'est arrivé, et le plus important, comment c'est arrivé. Les explications donnent la chair de poule au spectateur. On lit l'esprit des personnages. Comment sont-ils arrivés à avoir cette information ? Tout ceci est fortement réduit dans le film. Il y a beaucoup moins de voix off, il n'y en a quasiment pas. On donne beaucoup d'explications à Ryuk, par exemple, donc ce dieu de la mort. Light lui parle pour lui expliquer comment il a eu cette idée, ou comment il va faire ce qu'il veut faire. On se rend compte que Light avait prévu des plans pour se débarrasser d'une personne. On a la narration en voix off et on se rend compte en fait qu'il est en train de parler à Ryuk. C'est là, avec cette scène de fin, qu'on voit la précision du cahier et aussi l'intelligence de Light. Les monologues intérieurs ont été enlevés. Ils sont quasiment tous absents, donc il y a beaucoup de choses bien sûr de l'anime que vous ne retrouverez pas dans le film. D'après le réalisateur, c'était pour permettre au public de se faire son propre avis sur l'idée des personnages, tout en proposant une tension dramatique. Malheureusement, l'animé avait un choix fort, qui était le choix aussi le plus grisant, c'est de nous forcer à rentrer dans la tête d'une élite à qui on donne un pouvoir démesuré. Et c'est là où Death Note a toute sa saveur. Donc en fait, vous avez une saveur de vous identifier, qu'on nous force l'identification à un salaud, qui est retiré dans ce film, puisque nous avons un personnage auquel on n'épouse pas totalement toutes les pensées. On ne voit que les actes et ce qu'il veut bien nous dévoiler, mais on n'a pas toutes les pensées intérieures du personnage. Donc il y a quelque chose qui est encore une fois atténué. On essaye de réduire un petit peu tout cela, donc on réduit en fait un petit peu partout, sur tous les aspects du film, en termes de scénario, pour avoir beaucoup moins d'impact. C'est pour ça que je vous disais que c'était moins impactant au début de la vidéo. Les explications restent claires. Ce n'est pas un charabia qu'on ne comprend pas, ça reste court et clair. Comment Light sait que les gens ont installé des caméras ? Eh bien, dans l'animé, on nous fait tout un speech avec des démonstrations et tout ça. La mine de critérium pour savoir si quelqu'un est entré dans sa chambre. Ici, on nous le montre tout simplement. Alors que dans l'animé, on nous l'explique. Donc voilà, ça c'est encore une fois une différence que fait le film par rapport à l'animé. Il fait plus court. Nous avons aussi une critique des médias qui, au moindre petit fait divers un peu sensationnel, les médias sont au taquet. Sakura TV n'ont aucun scrupule pour presque forcer les gens à tuer. Ils seront prêts pour un scoop, pour faire de l'audimat. Ceci sera davantage mis en avant dans le second volet, The Last Name. Je vous en parlerai bien sûr un peu plus tard. Et la fin nous propose une confrontation, un vrai final, mais aussi une fin sacrément ouverte pour voir la suite. Light, qui a perdu sa chérie Shiori, eh bien nous allons avoir
elle qui va arriver comme ça dans l'ombre et qui va lui sortir « Prête-nous ton intelligence ». Ça me fait un peu peur comme ça, mais voilà, elle, il arrive. Et nous avons Light qui se dresse et qui se dit « Oh merde, c'est elle, attention, la confrontation va être là ». Et on se termine, je crois, avec un plan général sur les deux qui sont en train de s'observer. Et hop, ça cut et on a le générique de fin. Donc on a vraiment l'idée avec ce film de nous faire une exposition assez massive. On dirait une énorme exposition. Ça peut gêner, c'est vrai, mais en même temps, il y a tellement de choses à placer qu'il fallait bien un film entier pour le faire. Jusqu'à arriver à un certain niveau pour que l'aventure et l'enquête réelle, la confrontation, le jeu du chat et de la souris commence. Ce point, il arrive à la fin du film. Une énorme exposition, le film prend alors le temps de présenter ses personnages et ses enjeux. Le réalisateur souhaitait convaincre son audience que tuer les humains criminels était juste. Kaneko voulait se concentrer sur la douleur psychologique. Ses motivations ont l'air bien respectables, mais dans le film, tout cela est un petit peu passé à la trappe. Je ne dis pas que les acteurs n'arrivent pas à jouer ces enjeux-là, la douleur psychologique, montrer que finalement tuer c'est juste. L'optique des acteurs et surtout de l'acteur principal, c'est de nous faire croire un tout petit peu à ces personnages. Et malgré un actorat très différent, on va dire, de nos standards à nous, de ce que nous avons l'habitude de voir, notamment avec les films américains, je trouve qu'ils réussissent quand même à attirer notre attention, à faire même qu'on s'identifie, et c'est ça aussi tout le problème, c'est qu'on s'identifie quand même à Light Yagami qui est Kira. Ce qui est très étrange, en plus, quand on nous force l'identification comme ça, c'est que Kira, dans le film, est présentée avant Light Yagami. On a un début du film qui est très très rapide, on place rapidement les effets du livre avant même de présenter le personnage principal. Donc ça, c'est un parti pris qui est assez fort, mais je pense pour après redéconstruire le personnage, c'est-à-dire qu'on a les effets du livre, on a quelqu'un qui utilise ce livre, c'est Kira, mais après on va déconstruire tout cela en montrant comment il est devenu Kira. L'idée de commencer avec un impact fort, puis montrer qu'est-ce qui a amené ce personnage à avoir cet impact fort en début de film. Une construction de scénario pour amener plus facilement à une identification d'un personnage qui fait quelque chose qui est considéré comme mal par notre société. En plus, on nous montre voilà, que Light, il est fort en sport, on sait aussi qu'il a réussi des examens avec excellence, donc on montre vraiment que c'est, comme dans l'animé, quelqu'un qui est une élite. Ça permet aussi d'être un petit peu plus sensible parce que Light dans le film, c'est aussi du fait de la compression, eh bien il est moins calculateur, il est moins froid que celui de l'animé. On voit aussi très bien, alors je sais pas si c'est pour un effet de cinéma pour que ça soit plus clair ou non, mais on voit que dans ce film, Light Yagami n'est pas du tout consciencieux avec son cahier, c'est-à-dire qu'il prend presque une page pour écrire un nom. Moi, je trouve ça un peu étrange pour quelqu'un voilà, qui est censé être intelligent, de en fait presque gaspiller des pages, gaspiller de l'espace de page. Cette approche me rebute. Là, je pense qu'il y a moyen peut-être d'être plus précis dans les gestes, mais en même temps, cinématographiquement, il faudrait faire des gros inserts, il faudrait filmer le cahier un peu plus rapproché, ce serait peut-être un peu plus compliqué pour l'équipe technique, je n'en sais rien. C'est vrai que dans l'animé, les instants d'écriture sont vraiment mis en avant et mis en scène de façon très esthétisée. Quand il écrit les noms comme un frénétique, c'est très esthétisé ces moments. Dans le film, ils ne font rien de tout ça, donc ces moments-là sont absolument plats et peut-être que pour simplement une lisibilité, il n'écrit pas les noms en petits caractères tout en haut de la page, peut-être une preuve d'immaturité, je ne sais pas du tout. Nous allons aussi parler du personnage de Shiori. Alors Shiori, c'est un personnage qui n'est pas dans l'animé, c'est un personnage créé spécialement pour le film. Pourquoi ? Je dirais que en étant sa petite amie dans le film, ça permet de créer un contraste, un dialogue sur la notion de justice au début du film. Ça permet aussi de placer un peu comment le personnage de Light fonctionne par rapport à la justice. Mettre un peu d'humanité aussi sur ce personnage. Ça permet de donner un autre son de cloche à son idée. Le personnage est posé, les enjeux aussi, on est à 15 minutes de film.
Misa, quant à elle, eh bien, elle a une toute petite apparition dans le film. Elle fait des pubs un peu minables à la télévision. Elle n'a pas un rôle très intéressant. Elle n'a pas les cheveux blonds aussi, donc ça déteint aussi sur le personnage. Après, la femme, elle est très jolie aussi. Hein. Ce n'est pas un personnage qui va avoir de l'importance dans cette partie-ci. Nous avons également un autre personnage, elle, qui est le meilleur personnage des deux films. Hein. Je vends déjà la mèche pour le second épisode. Elle, c'est le best perso. C'est un cafard. C'est-à-dire que on dirait un méga autiste de ouf. Policier, aussi bien dans l'animé que dans le film. Il est très réussi. La caractérisation, son interprétation est vraiment très bonne. Il a plein de petites manières qu'il faut capter. Et je trouve que l'acteur le fait bien. La tension entre la police et elle a perdu un peu dans son intensité puisqu'il y a moins d'échanges. On a un elle qui est vraiment très proche de celui de l'animé, en plus de se permettre quelques fusions avec ses confrères Melo et Nier qui sont eux présents dans l'animé mais qui ne sont pas là dans le film, puisque nous voyons elle mangeait une tablette de chocolat qui était, si je ne me trompe pas, la denrée favorite de Melo. Donc voilà, petite référence avec des touches d'humour. Elle qui offre aux gens de la police, au commissaire, un kebab de gâteau, alors que lui il est très très sérieux et voilà, il veut avancer dans l'enquête. Voilà, ça c'est un petit peu comique. Il n'y a pas beaucoup d'humour dans le film, mais ça c'est un moment assez savoureux. Et il y a aussi un moment, c'est à la fin du film, Light prend des chips au milieu du film pour justement camoufler le fait qu'en fait il est en train de regarder une émission où nous montrons des criminels pour les inscrire dans son cahier, puisqu'il sait qu'il est surveillé par des caméras dans sa chambre. Donc il utilise le paquet de chips pour cacher la petite télévision. Et à la fin du film, on a quand on a elle qui rencontre Light et qui sort un paquet de chips qui est exactement le même en disant « Oh, excuse-moi, mais j'ai une petite faim ». La provocation ultime, et là Light il sent déjà qu'il est un petit peu coincé. Voilà, ça c'est super savoureux. Je crois pas que ce soit dans l'animé, il me semble pas, puisqu'il se rencontre dans l'animé à une célébration au lycée ou à l'université, je sais plus. Elle vient le taquiner, hein, qui vient un peu le tester psychologiquement. C'est vraiment très savoureux. Ils ont choisi la rencontre entre elle et Light pour terminer le film, et je trouve que c'est une bonne idée. Dans l'animé, c'est une rencontre dans un lieu plutôt banal, alors que là, c'est une rencontre à la fin d'un pic émotionnel et d'action, de suspense. Ça donne envie de voir la suite. Et la suite, elle fait 2h20. Donc, il faudra s'accrocher. Moi, j'ai beaucoup aimé ces personnages. Épaulés également par des gens de la police. Alors, Matsuda, dans l'animé, a un grand rôle quand même. Mais dans le film, il a un tout petit rôle. Celui qui ne perd pas en intensité et en importance, c'est le père. Le père de Light, le commissaire Yagami. L'acteur est très bien. Je trouve qu'il est très bien choisi. Dans les deux films, il joue bien. J'ai toujours aimé ce personnage. Et la scène où le commissaire ou le père de Light fait son discours pour savoir si les autres policiers vont continuer le combat, il leur demande de bien penser à ce qu'ils risquent. Et les autres policiers le saluent et partent. Et je trouve que c'est une scène très respectueuse que nous ne voyons jamais dans les autres films. Voilà, les prises de risque. Non, là, c'est vraiment, on respecte la position, le choix en fait du commissaire de nous avoir avertis et on part comme ça de la salle. C'est un moment qui prend un peu son temps, mais c'est très très bien de nous l'avoir montré. Ça montre aussi une vision de la police qui est... En tout cas en France, on n'a pas l'habitude vraiment de voir la police sous un beau jour, donc là, voilà, il y a une police, c'est une façon de procéder, un rituel respectueux. Moi, ça m'a fait bien plaisir de voir ça. Pour terminer, un dernier personnage qui est Naomi, la compagne du mec du FBI, qui a un rôle plus important que dans l'animé. Sa mort est plus courte que dans l'animé, puisque dans l'animé c'est une espèce d'énorme conversation qui n'en finit pas dans la rue. Là, elle est beaucoup plus courte, mais c'est plus palpitant. Ils ont essayé de proposer quelque chose de plus émotionnel dans une scène, voilà, où Naomi prend en otage Shiori pour faire chanter Light, pour lui faire avouer qu'il est Kira. Donc là, on sent déjà qu'il y a beaucoup plus de tension, et bien sûr, il faut terminer un film par une grande scène, donc c'est cette scène-là dans la galerie d'art. Après, les Japonais, des fois, ils font des clichés bien embêtants. Je trouve que Naomi, quand elle tient son flingue, mais elle le tient comme
j'allais dire, elle le tient pour faire classe. C'est pas vraiment ça, mais je trouve qu'elle le tient d'une façon ridicule sur le côté, comme les films du style banlieue 13, quoi, les films de banlieue, quoi. Tu dis non, mais tu tiens pas le flingue comme ça fait kéké qui se la pète, quoi. Alors que tu es censé viser sérieusement, c'est un moment dramatique. Et là, tu le tiens pas sur le côté, regarde, quoi, c'est la police. Enfin, qu'est-ce que c'est que ça, là? C'est pas un agent du FBI, ça. Enfin, moi, ça me choque. Alors, dites-moi, les professionnels des pistolets, si le tenir de côté, ça aide à la viser ou non. Mais moi, j'en doute, franchement, hein. Donc, voilà, c'est des petits trucs comme ça, tout d'un coup. Il y a un choix dans la mise en scène ou dans le jeu d'acteur qu'on comprend pas. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu japonais, ça. Il y a des trucs, on comprend pas, mais en attendant, c'est là. Ce choix de tenir le flingue, mais ça va avec plein d'autres choses. Le film truffé de trucs un peu étranges dans la mise en scène. Il y a des bons moments, mais il y a aussi des moments qui sont pas normaux, hein. Mais le film essaye quand même une sobriété. Parce que l'histoire est déjà assez complexe. C'est un peu inutile de faire un truc surchargé en termes esthétiques. Je crois même que les Japonais en sont un peu incapables. Et pourtant, le film commence plutôt bien. On commence avec une vue du dessus, spectaculaire sous la pluie. Et puis, le plan suivant, le Death Note tombe comme ça au sol. Donc voilà, c'est l'idée qu'on a Ryuk, le dieu de la mort, qui se balade comme ça au-dessus de la ville et qui balance le cahier. On voit qu'il y a du moyen, il y a des scènes de foule, il faut gérer ça quand même. Les scènes de foule dans la rue, c'est pas évident, mais le langage, ce que nous voyons en fait, est assez classique. On pourrait même dire que c'est un peu une mise en scène télé, c'est un petit peu paresseux. L'intérêt se retrouve dans le montage du coup. Comme je vous le disais, la compression des nombreux éléments, la compression des scènes. Un travail de montage pour tout faire tenir qui force le respect. Moi je suis assez admiratif de ce qu'ils ont fait pour garder la sève en fait et faire tenir le tout. Trouver quelque chose de cohérent dans toutes ces scènes, des fois faire des raccourcis, plusieurs scènes qui se travaillent en même temps, c'est pas évident. Après, il n'y a pas d'effort de montage particulier pour rendre belle une scène. Il y a des ralentis à certains moments quand c'est justifié, et d'autres fois il y a des mouvements de caméra qui sont justifiés, mais il n'y a rien qui tout d'un coup donne un effet waouh. Vous savez, on a des plans de regard, des mouvements de grue, des inserts, des fois c'est fixe, des fois c'est en caméra portée, c'est propre, mais je dirais que c'est aussi cheap. Je pense que le travail de lumière y est pour quelque chose. La couleur est assez fade dans le film, c'est pas très beau à regarder, c'est bien filmé mais il n'y a rien de mémorable, il n'y a pas le plan qui fait waouh. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, par moments c'est vraiment cheap. La direction artistique est assez décharnée, elle est pauvre, les moments d'écriture des noms ne sont pas mis en valeur esthétiquement. La mort du mec du FBI dans le métro n'est pas esthétisée. Dans la fermeture des portes, ça je me rappelle très bien, dans l'animé il y a une fermeture des portes qui se fait en plusieurs plans et nous avons après un plan sur le visage, sur l'œil de Light et les portes qui se referment devant l'œil et c'est super esthétique, c'est super beau, ça fout le frisson. Et dans le film c'est un truc random, mais c'est mal fait en plus, il est même pas devant la porte, il est sur le côté derrière la vitre dans le métro pendant que le métro commence à partir. Il y a rien quoi, il y a rien. Et il y a des moments où on a l'impression qu'ils veulent trop expliquer ce qui se passe. On a des insistances, si je peux m'exprimer ainsi. On a Naomi qui arrive et on a un plan sur Light, après on a un flash et on a Naomi sur les quais du métro qui vient voir son homme qui est mort et on revient sur Light, donc pour montrer que Light avait vu que c'était Naomi et donc il connaît Naomi parce qu'il l'a vu dans le métro. C'est ultra lourdingue quoi, parce que alors c'était quoi? C'était il y a 10 minutes avant, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez grossier ça on n'avait pas besoin de nous le répéter comme si on se souvenait plus déjà de il y a 15 minutes. Vous voyez ce que je veux dire? Ça c'est lourdingue. Alors je vous disais oui le montage il est super bien, mais là je me rappelle d'un truc qui ne va pas. Vous voyez ce que je veux dire? Des fois c'est lourd, on sait que c'est tel, on n'a pas besoin de nous le rajouter. Aussi un travail sur les médias, on propage les morts sur internet, sur les portables, on a des interviews à la télé, on est en 2006, hein, c'est pas comme si on était en 2017, hein. En 2006 c'était pas aussi frappant de voir ça dans les films de cinéma.
Et je trouve qu'ils ont tenté de faire quelque chose, de nous montrer en fait le média de masse et le flux d'informations qui amène à la propagation du dieu Kira se fait par internet, par la télévision, également par la presse. Je trouve que c'est bien, je tiens à le mentionner, j'irai pas plus loin, mais je tiens à mentionner que c'est bien que ce film nous le présente comme ça, de nous vraiment essayer de nous concentrer un petit peu sur l'idée du flux, l'idée de médias, puisque Kira est indépendant, il a besoin de la médiation. Et donc, quand on regarde ça en tant que spectateur, on a envie de sentir en fait cette médiation qui propage le message de Kira, même si ce n'est qu'un petit peu dans le film doit montrer tellement de choses. Il doit aussi présenter un petit peu cet aspect de médias. C'est très important pour son fonctionnement et bien sûr pour la suite des événements. Je terminerai la réalisation avec le dieu de la mort, Ryuk, ou Ryuk. Le CGI a un problème de texture, on dirait des cartoons, les dieux de la mort dans ces adaptations japonaises. Ryuk n'est pas du tout intimidant parce que les effets spéciaux ne sont pas très bons. Mais la voix est plutôt sympa, aussi en français, il est savoureux, il est un peu provoquant, mais il est aussi assez gentillet. C'est-à-dire qu'il ne semble jamais aller un peu à l'encontre de Light ou le taquiner, le provoquer. Non, pas du tout, il est plutôt sage, c'est plutôt un comic relief. Il ne fait pas forcément avancer l'histoire, mais des fois il donne des conseils intéressants, il permet de guider Light, mais aussi... Et c'est là le plus important, il permet à Light d'expliquer des choses. Alors qu'avant, nous avons dans l'animé les voix off. Et bien ici, nous expliquons ce qui va se passer à Ryuk. Et donc ça permet justement de faire passer le discours de voix off à un discours in avec le personnage de Ryuk. Donc voilà, ça c'est une espèce d'approche du personnage qui est plutôt intéressante. Ils rebondissent sur ce personnage pour faire autre chose avec. Ça c'est bien joué. Ce que je veux dire, c'est qu'avec des compromis décents qu'ont fait les scénaristes et le réalisateur, est-ce que ça aurait pu être mieux encore ? C'est possible, mais en attendant, c'est très intéressant comme compression pour une première partie. J'ai aimé le revoir, je dois vous dire. Ça manque d'une réale marquée, d'une réale plus appliquée. Et aussi peut-être un peu plus faux-folle. Hein. On a quand même au Japon des mecs comme Takeshi Miike ou des mecs qui ont fait aussi la Tetsuo. Vous voyez, des mecs qui sont bien barrés. Alors je comprends pas qu'on fasse pas plus de violence. Alors bien sûr c'est un film commercial, donc la réal ne devait pas déranger, et donc nous avons une réal plus télé, série télé, mais c'est une impression de série télé, hein. C'est pas un film de cinéma quand on voit la réalisation, et c'est très très gênant de le voir. Alors si on a vu l'animé, il y a très peu de replay value en regardant ce film, mais c'est un film qui est un petit peu mou, car on a l'impression d'une immense présentation, d'un immense setup. En attendant, moi je trouve qu'il fonctionne plutôt bien, c'est intéressant, et comme je vous le disais en introduction, c'est bien aussi pour les gens qui ne veulent pas voir l'animé de découvrir un peu cette histoire incroyable. Je lui mettrai donc on va dire un 12,5 sur 20. Je vous remercie d'avoir vu cette critique, j'espère qu'elle vous aura plu, j'espère que vous aurez peut-être appris l'existence de ce film japonais, de cette première adaptation de Death Note. Il y a une suite que je ferai très bientôt. En attendant, eh bien, je vous remercie d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous l'avez vu. Quant à moi, eh bien, je vous remercie encore une fois. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine et à très très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, salut!